Les ordonnances en matière de violences domestiques sont un aspect clé des mesures de protection juridique dont disposent toutes les victimes de violences familiales et conjugales dans le Queensland, en Australie. On rappelle que concernant les ordonnances de protection en France, toute personne victime de violences exercées au sein d'un couple peut demander au juge aux affaires familiales une ordonnance de protection. Cependant, en 2015, un cas de violence domestique a ébranlé tout le pays et a montré que les ordonnances faisaient cruellement défaut, dit Emily G. Thompson. C'est vers 2007 que Tara Brown rencontre Lionel Padilla, alors qu'elle fréquentait le lycée Kibra Park. Elle ne se doute alors pas que cette rencontre changera le cours de son existence à jamais. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci de demander. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ. Affaire du jour, je suis Nathalie Cat et j'étudie la criminologie car je m'intéresse aux aspects les plus sombres de l'humain. Et si vous n'êtes pas familier avec le concept, je présente une ADJ régulièrement sur cette chaîne, une affaire inconnue ou méconnue du YouTube francophone. Pour cette affaire, cap sur l'Australie. Si ça t'intéresse, rejoins-nous. Et sinon, Poupie s'occupera de toi. Et attention, elle griffe et elle mord. Mais trêve de bavardage, je te laisse avec le générique. Tara naît le 21 mars 1991 en Nouvelle-Zélande, à Auckland, et a déménagé sur la Gold Coast, une ville australienne située le long de la côte Pacifique. Alors si ça vous intéresse, c'est une destination touristique majeure avec un climat subtropical ensoleillé et c'est devenu largement connu pour ses plages de surf. Elle déménage là-bas avec sa famille alors qu'elle est adolescente. C'est l'aînée de la famille, elle est de nature souriante et aimante, chaleureuse et empathique, dit sa mère Nathalie. Non, ce n'est pas moi, même si c'est le même prénom que moi. Le meilleur, car personne de ma génération s'appelle comme ça en plus. Tara était une athlète et était très sociable. Et c'est vers 2007 que Tara Brown rencontre Lionel Padilla, alors qu'elle fréquentait le lycée Kibra Park, réputé pour son footballeur de ligue de rugby. Lionel était un joueur prometteur de la LNR et a joué pour l'équipe de la South Coast Maori Rugby League. On disait le couple inséparable. Comme l'a dit un de leurs amis, c'était toujours Tara et Lionel. Ils étaient les meilleurs amis du monde. Seulement, lorsqu'ils étaient à l'école ensemble, selon certains témoignages, ils n'avaient aucun intérêt l'un pour l'autre. Bon. Après avoir obtenu leur diplôme, donc l'équivalent du bac en 2009, le couple a continué à sortir ensemble avant d'emménager dans une maison à Upper Coomera. Et en 2012, le couple accueille leur premier enfant et dernier, Aria, après seulement 3 mois de relation. Alors oui, je pense que le couple s'était rencontré au lycée, mais ne sortait pas encore ensemble et ils sont sortis bien après. Le Facebook de Tara était parsemé de photos de sa fille. « Mon monde, mon soleil, ma lune, mon étoile », a-t-elle écrit à côté de nombreuses photographies d'Aria. Des photographies d'elle riant, pleurant, sa lèvre inférieure dépassant en signe de protestation. Bon, ils veulent dire qu'elle faisait la moue. Tara a écrit « Quand tu es née, les anges ont soupiré de joie. Ils n'auraient jamais pensé voir un spectacle aussi beau. Tu as respiré et le monde était à nouveau dans l'ordre. » Mais tout ça, cette belle famille, ce n'était qu'une belle façade. Car derrière ce vernis idyllique, Lionel était quelqu'un de très violent. Et il l'avait d'ailleurs prouvé avec son ex. Il pouvait perdre très facilement son sang-froid et l'attaquer à coups de poing, la pousser par terre et lui donner des coups de pied à la tête. Vous voyez un petit peu l'image, quoi. C'était aussi quelqu'un de très possessif et ce, même avec ses ex. Et Tara, il le savait, voulait une famille. Et au début de leur relation, il lui avait promis de lui donner une famille, donc ce qu'elle voulait. En fait, il lui a fait de belles promesses pour l'attacher. C'était un petit peu la lune de miel, comme toutes les phases que chaque couple a. Vous avez d'abord la lune de miel et ensuite les ennuis qui commencent. Donc Lionel lui vend le rêve de la famille unie, etc. Puis il lui annonce une nouvelle assez dramatique. En effet, il avait rejoint un gang, et pas n'importe lequel, celui des Bandidos. Bandidos MC est un gang club de motards présent partout à travers le monde.
Le club a été créé en 1966 par Donald Eugene Chambers au Texas, aux États-Unis. Ça, c'est selon Wikipédia. Leur slogan est « We are the people our parents warn us about ». Donc littéralement, tes parents t'ont prévenu de notre dangerosité. Tes parents t'ont averti de notre existence, quoi. Ça annonce clairement la couleur. Et Lionel rejoint le gang en tant que sergent d'armes. Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. En tant qu'exécuteur. Donc il était bien impliqué dans le gang, jusqu'au cou. Tara se retrouve donc impuissante. L'homme qu'elle aime a rejoint un gang dangereux. Il fait partie d'une association de malfrats. Et d'après les descriptions, le groupe est particulièrement belliqueux et les bandidos sont très régulièrement cités dans des affaires criminelles, particulièrement dans des confrontations contre d'autres clubs. Ainsi, durant une perquisition à Montpellier en 2022, oui, en France, je vous avais dit que les bandidos étaient présents à travers le monde, de nombreuses armes à feu ont été saisies. Et en voyant le compte Facebook où il arborait fièrement le sigle du gang, les amis de Tara ne tardent pas à s'inquiéter et à faire part de leurs inquiétudes à la jeune femme. Et elle leur répond tout simplement qu'elle tentait désespérément de le dissuader de faire partie d'un tel groupe. Bien sûr, elle va échouer, ce qui va effrayer son entourage. Lionel, qui n'était déjà pas un saint avant ses mauvaises fréquentations, devient alors un homme cruel, violent, et le changement est palpable pour tous ses proches. Selon la mère de Tara, sa fille devient pour Lionel non pas sa femme, mais sa possession. Il devient de plus en plus contrôlant et catégorique avec elle. Et comme une relation toxique où au commencement, nous avons toujours une lune de miel, où tout est beau, rapidement, le naturel de la personne maltraitante revient au galop. Tara a de moins en moins de liberté, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle devient tout simplement la chose de Lionel. Elle ne sort plus, ne voit plus ses amis, commence à s'isoler, et si elle a le malheur de sortir avec ses amis, Lionel ne la lâche plus. Il la harcèle d'appels, de textos, à répétition. Il contrôlait également les endroits où elle pouvait se rendre, les rues, les amis qu'elle pouvait voir, l'enfer en gros. Pareil, lorsqu'elle avait des rencontres sportives, parce que j'ai dit que c'était une athlète, elle ne pouvait pas dormir dans le même hôtel que les autres, de peur qu'il y ait des mecs. Et ça, Lionel en avait vraiment peur. Il avait constamment peur qu'elle le trompe. Ça, c'est un gros red flag. Il contrôlait aussi son argent. Tout ce qu'elle gagnait, c'était lui qui le récupérait. Tara n'était pas du tout indépendante. Il contrôlait même ce qu'elle portait, ses habits. Il l'insultait très régulièrement, la traitait de sale. Voilà. Je dis pas le mot. Et l'accusait constamment de le tromper. Alors qu'elle était enceinte, il l'étranglait, la poussait dans les escaliers, menaçait même de trancher la gorge du chien et de battre son frère, un charmant jeune homme. Alors à ce moment-là, une question émerge tout naturellement. Sous l'intensité des coups et des menaces, pourquoi Tara n'a-t-elle pas tout simplement cherché de l'aide auprès de son entourage ou de la police? Eh bien oui, Tara va remonter tout ce qu'elle vivait auprès de la police en 2012, alors qu'elle était enceinte, à l'âge de 21 ans. Elle s'arrête dans une station-service pour acheter du chocolat et Lionel commence à l'insulter, à arracher sa robe en lui crachant dessus. Tout ça parce qu'elle avait eu le malheur de s'arrêter à une station-service. Il la traite de chienne putride et lui jette un seau. Vous constaterez qu'il était aussi violent dans ses paroles que ses actes. Et encore pire, il la menace avec une arme et casse son pare-brise. Et malheureusement, malgré cela, Tara ne porte pas plainte, même si elle fait référence à ce qu'elle vit auprès des forces de l'ordre. Ce qu'elle vit ressemble énormément aux étapes de l'emprise, à savoir l'appropriation, la domination, l'empreinte physique et psychique, mais on y reviendra plus tard. Et on rappelle que même si la personne est consciente de l'emprise sur elle, il est très difficile de sortir d'un tel engrenage. Une amie de Tara, Kylie, raconte un autre incident. Alors que Tara était vers la fin de sa grossesse, Lionel, qui était dans la boîte de nuit du gang, exige soudainement qu'elle passe le chercher car il avait faim. Voilà. Alors que Tara était chez une amie à ce moment-là. Là, il est pris d'un excès de rage. Il lui arrache ses vêtements, jette des ordures sur sa voiture et tout ça devant ses amis. Tara, effrayée, appelle sa mère en catastrophe, Nathalie. Et Nathalie, effarée, trouve sa fille dans une voiture brisée avec des rétroviseurs cassés, un pare-brise brisé.
Et Lionel avait également jeté les clés de sa voiture. Nathalie emmène immédiatement, ça fait bizarre de dire mon prénom, Nathalie emmène immédiatement sa fille au poste de police pour qu'elle porte plainte et rapporte ce qui s'était passé pour enfin se protéger de la fureur de Lionel et pour avoir une ordonnance d'éloignement. C'est un dispositif qui sert à protéger les victimes de violences domestiques, normalement. Mais Tara, apeurée, décide de ne pas porter plainte, encore une fois, car elle craignait les conséquences. Vous voyez l'emprise qu'avait ce mec sur elle. Elle avait même peur de porter plainte contre lui. Mais on n'est pas du tout au bout de nos peines. C'est en mai 2012 que Tara obtient enfin une ordonnance d'éloignement. C'est aussi à ce moment-là qu'elle donne naissance à sa fille, Aria. Lionel, qui l'avait accompagnée, commence à insulter sa belle-mère, Nathalie. Alors déjà, pourquoi tu insultes mon homonyme, toi, qui tu es? Lionel est donc bien évidemment chassé de l'hôpital, mais il ne s'arrête pas là. Il harcèle Tara au téléphone en traitant sa mère de tous les noms et en menaçant de lui trancher la gorge. Il n'est pas en haut-parleur, mais il criait tellement fort que tout le staff de l'hôpital va l'entendre à travers le téléphone et tout le monde va être choqué. Et Nathalie, la première. Le staff de l'hôpital notifie immédiatement la sécurité pour ne pas qu'on laisse rentrer Lionel, pour sécuriser l'endroit. Mais malgré tout, Tara souhaite que le père de sa fille soit présent lors de la naissance de Aria. La fille n'est pas du tout rancunière. Il va cependant être arrêté le 28 juillet 2012 pour violation des conditions de l'ordonnance d'éloignement. Et ce n'était pas la première fois qu'il outrepassait cette ordonnance. Il avait jeté de la nourriture sur Tara, un hamburger, le gâchis, et Lionel est donc condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis. C'est-à-dire qu'il ne fera pas vraiment de prison. C'est l'équivalent d'un avertissement en gros. Attention hein, c'est pas bien ce que tu fais. Lorsque sa fille a 2 mois, Lionel va tout simplement l'enlever afin de l'emmener chez sa famille. Tara, paniquée, appelle sa mère afin de récupérer sa fille, normal, et elle parvient à récupérer Aria, heureusement, et à la cacher chez sa mère et son beau-père. Et à ce moment-là, Lionel ne sait pas où est sa fille, et tant mieux. Il va alors la harceler d'appels, de messages, et son harcèlement va payer, car bientôt, il va trouver la maison de Nathalie et de son conjoint. Tara retourne au commissariat pour signaler encore une fois la violation de l'ordonnance d'éloignement. Elle montre les messages de menaces. Elle avait reçu 270 messages et appels entre 3h du matin et 1h de l'après-midi ce jour-là. Un des messages disait « Tu es sans cœur, tu peux aller te faire, je perds mon sang-froid, sérieusement. Je suis un père célibataire. Si tu veux te jouer de nous, je vais faire en sorte que tu regrettes d'avoir eu ta fille. » Cette fois, Lionel est mis en prison, jeté au cachot, et il exécute ainsi toutes ses peines avec sursis. À la bonne heure, il était temps. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée de lui faire exécuter toutes ces peines qui étaient finalement que des avertissements. Mais une fois libéré, rebelote. Il utilise son droit de visite pour voir sa fille, pour rester dans la vie de Tara. Il joue la carte de la séduction, dit qu'il a changé, qu'il veut former une belle famille. Encore de la poudre aux yeux. Mais chasse le naturel, il revient au galop, comme on dit. Lionel redevient violent lorsque Tara veut partir. Il la menace de mort. Il menace aussi de se tuer si elle le quittait. Il menace aussi de tuer toute sa famille. Au moins c'est clair. En plus de ça, il dépendait de l'argent qu'elle gagnait en tant qu'assistante juridique. Et il l'a harcelée au travail, avec ses appels intempestifs. Alors quand son bureau organise des événements, Lionel n'est pas invité. Parce que le boss de Tara s'y oppose fermement, vu qu'il est au courant de toutes ces histoires. Mais tout le temps des événements et des dîners professionnels, Lionel fait exprès de l'attendre dans la voiture. Pour dire « coucou, je suis là ». Vous l'aurez compris, Lionel tente de contrôler tous les aspects de la vie de Tara, y compris sa vie professionnelle, et même ses finances. Et même quand elle réussissait à le quitter, il l'a harcelé au téléphone, harcelé aussi son entourage, ses amis, sa famille. Et Lionel était constamment persuadé qu'elle refaisait sa vie avec un autre homme et c'était insupportable pour lui. En 2015, Tara profite de l'absence de Lionel pour déménager. Mais malheureusement, alors qu'elle est en train de quitter le perron de la maison, Lionel la surprend, la filme et la ramène chez eux avec violence
il l'étrangle et lui porte une paire de ciseaux à la gorge. Heureusement, à ce moment-là, la tante de Tara va la sauver et va calmer le jeu. Tara, à ce stade-là, est totalement terrorisée par Lionel. Son boss Jason, qui est au courant de toute l'histoire dont j'ai parlé précédemment, va la prendre en pitié et il va même intervenir pour la protéger. Il est touché par son employé qu'il voit épouvantée et horrifié, il va lui proposer son aide pour la mettre hors de portée avec sa fille de maintenant 3 ans. Elle et son boss, Jason, vont commencer à organiser un plan afin qu'elle ait la garde exclusive de sa fille et n'ait plus jamais affaire à son ex violent qui menaçait constamment sa vie. Tara va même jusqu'à vivre dans des refuges et des hôtels. Elle demande aussi de l'aide également à la police afin d'avoir une nouvelle ordonnance d'éloignement. Alors on est d'accord que jusqu'ici ça n'a pas été très efficace, mais la police s'étonne qu'elle n'ait pas fait les démarches avant, c'est-à-dire le jour de l'agression, soit 3 jours auparavant. J'ai envie de dire pourquoi ne pas la protéger maintenant? C'est quoi cette question? Tara montre les textos dont elle est bombardée par Lionel, mais l'agent de police ne voit aucune menace dans ses messages, ce que je trouve hyper grave. En gros, il a tout pris à la légère et il fait même appel à son supérieur qui en vient à la même conclusion. Incompréhensible. Je ne comprends même pas comment on peut laisser seul face à des menaces aussi violentes. En fait, ils vont brandir la carte de beaucoup de femmes font de fausses déclarations. Donc, Tara mentirait forcément. Bref. Petite parenthèse, c'est un argument qui est très souvent avancé par des gens qui ne veulent pas croire les victimes. Alors que de 1, quel intérêt d'inventer de fausses choses? De 2, c'est réellement une épreuve de venir au commissariat et dire ce qu'on vit, de raconter ce qu'on a vécu. Ce n'est pas un plaisir. Et justement, c'est au risque de tomber sur des personnes qui ne vont pas nous croire. Et là, de surcroît, Tara avait des preuves écrites. Les textos ainsi que tous les antécédents de violence. Et on sait que ce n'était pas pour avoir la garde de sa fille qu'elle faisait tout ça, qu'elle allait voir le commissariat. Parce qu'en plus, elle était très contente de partager la garde à la base et que le jour de l'accouchement, par exemple, elle avait insisté pour que le père soit présent. En attendant, Lionel recherche Tara et sa fille et harcèle littéralement tout leur entourage en se rendant au domicile de ses proches et amis. Pendant ce temps-là, Tara était dans un refuge avec sa fille et était en pleine démarche pour permettre Lionel de la voir tous les dimanches. Alors déjà, après tout ce qu'il avait fait, c'est exactement ce que je disais juste avant, après tout ce qu'il avait fait, elle voulait quand même préserver des relations père-fille. Je trouve ça tellement admirable et tellement généreux de sa part, compte tenu de la personne. La date est fixée au 6 septembre, jour de la fête des pères. Oui, je sais, c'est un petit peu différent en France, étant donné que le jour de la fête des pères, c'est le jour de mon anniversaire. Au moins, vous n'oublierez pas. Pour éviter tout contact avec Lionel, pour éviter toutes sortes de violences à nouveau, Tara déposerait sa fille chez la tante de Lionel une demi-heure avant que ce dernier n'arrive. Tout se passe super bien, Tara est rassurée. Ils ont enfin trouvé un rythme et elle se sent en sécurité. Mais c'est un petit peu le calme avant la tempête, car le mardi 8 septembre, alors qu'elle se préparait à aller travailler, le pire est sur le point d'arriver. Le matin du 8 septembre 2015, Tara dépose sa fille à la garderie et ne s'attend pas du tout au tournant funeste que prendra la journée. Car là, c'est l'horreur. Une voiture commence à la poursuivre avec insistance. Une Jeep. Tara accélère et tente de le semer. Mais c'était impossible. La voiture imposante de Lionel lui collait au train. À un moment, Tara s'arrête au feu rouge d'une intersection et Lionel en profite pour arrêter son véhicule. Tout ça devant témoins. Je rappelle, il donne alors des coups dans sa voiture avec la sienne. Quel homme plein de courage. Il va refaire ça à chaque feu rouge qu'ils vont rencontrer, jusqu'à ce qu'il ne rentre dans sa voiture à 200 km/h, lui faisant perdre la route, jusqu'à la faire quitter la route. La voiture de Tara fait des tonneaux en atterrissant dans le jardin d'une maison aux alentours. Là, la jeune femme crie, appelle à l'aide, pendant que Lionel s'éloigne. Des passants accourent pour le venir en aide, mais n'était toujours pas au bout de ses peines, car Lionel s'était éloigné pour mieux revenir. Il gare sa voiture quelques mètres plus loin pour venir, plus menaçant que jamais, après avoir ramassé un couvercle de bouche d'eau en acier. Je rappelle qu'à ce moment-là, Tara ne peut pas bouger, car sa voiture renversée l'empêchait de sortir. Si vous voyez où je veux en venir, là, normalement, vous devriez être horrifié. Avec l'aide d'une personne sur place qui pensait qu'il était venu aider,
Il brise le pare-brise afin d'avoir accès à Tara. Évidemment, là, personne ne s'imaginait ce qui allait suivre. Lionel frappe alors 30 fois Tara au visage avec la plaque d'acier. Le témoin tente d'arrêter Lionel, mais impossible. En tout, il la frappe 26 fois. Et les urgences au téléphone écoutent impuissants le drame qui se déroule non pas sous leurs yeux, mais à leurs oreilles. Un appel 000, donc le numéro d'urgence, avait été émis par Brown un peu plus tôt, et cet appel a capturé les sons d'une douzaine de bruits sourds, ainsi que son cri « Lionel, arrête! S'il vous plaît, aidez-moi » Avec les coups, Tara n'est plus que l'ombre d'elle-même. On ne reconnaît pas du tout son visage, vu qu'il lui inflige à répétition les coups avec un couvercle de presque 8 kg. 7,8 kg exactement au visage. Tara est emmenée aux urgences dans un état déplorable. Alors ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est que personne n'a stoppé Lionel. Il y a eu des tentatives, mais personne n'a réussi à l'arrêter. Et c'était vraiment une bête enragée. Tara est emmenée aux urgences dans un état déplorable. Et malheureusement, la jeune femme de 24 ans survivra jusqu'au lendemain. Mais seulement le lendemain, où elle succombera à ses graves blessures. J'ai une pensée pour Tara, pour les gens présents qui ont dû être traumatisés par la scène, ses proches et sa mère Nathalie, qui la pensaient tous sortis d'affaires, des griffes de son harceleur, et d'ailleurs la jeune femme elle-même pensait en être sortie. Elle-même se croyait sortie de l'engrenage infernal et avait la vie devant elle. Et bien sûr une pensée pour sa fille, qui est désormais orpheline. J'espère qu'elle sera entourée et choyée dans la vie comme elle le mérite. Au début, Lionel va plaider non coupable, mais conscient que cela ne tenait pas du tout la route et compte tenu des témoins. Il change de discours et il dit qu'il acceptera la peine qu'il obtiendra à l'issue du procès au Brisbane Supreme Court et qu'il sait que ce qu'il a fait à Tara ne sera jamais pardonné. Le 27 février 2017, il est jugé coupable du meurtre de Tara et condamné à la prison à vie. Et en 2018, il est jugé également pour un autre meurtre, peut-être lié à ses activités de gang. Vêtu d'un costume bleu et d'une cravate noire, les poignets menottés, il est resté impassible lorsque la mère de Brown, Natalie Hinton, a parlé au tribunal du monstre qui a coûté la vie à sa fille. « Tara était empathique, chaleureuse et confiante », a déclaré Hinton. « Elle aimait la vie depuis son plus jeune âge. » Hinton a déclaré que Patricia cherchait constamment la validation de Brown et utilisait des tactiques de violence domestique comme le gaslighting pour détruire sa confiance en soi. Le monstre avait désormais le contrôle. Elle le craignait, a déclaré Hinton. Il a pleinement profité de sa vulnérabilité. Lionel Patricia a également plaidé coupable pour le meurtre de 2 filles. Donc l'autre meurtre en 2018. Il purge sa peine au centre correctionnel de Capricornia et ne pourra être libéré qu'en 2048. L'avocat de Nelson Patricia, Campbell McCallum, a refusé de commenter quoi que ce soit. Hinton a déclaré que lorsqu'on lui a dit que sa fille était à l'hôpital, elle savait que Patricia l'avait trouvée et blessée. « J'étais inconsciente de l'ampleur de ces actes écœurants », a-t-elle déclaré. Mon monde entier s'est effondré autour de moi lorsque ce narcissique misogyne a assassiné ma petite fille. Patricia a accepté son jugement sans appel. Je ne souhaite pas causer davantage de souffrance à la famille de Tara, ni retarder leurs besoins de justice. J'accepte sans réserve la punition qui m'est imposée par la justice aujourd'hui. Je serai aussi finalement jugé par Dieu. Je sais que Tara ne sera jamais oubliée et que je ne serai jamais pardonné. J'espère juste pouvoir aujourd'hui mettre fin à toute nouvelle douleur et souffrance potentielle pour la famille de Tara. En prononçant une condamnation à perpétuité pour meurtre, la juge Debra Mullins a déclaré qu'elle espérait que Patricia avait écouté attentivement la déclaration de Hinton, donc Nathalie, qui montrait que l'impact de la mort de Madame Brown était bien plus grand que ce que les mots pouvaient exprimer. Le beau-père de Tara Brown, Johnny Gardner, a déclaré que sa famille était absolument étonnée et affligée que les facteurs de risque mortels n'aient pas été pris en compte. Il y avait des indicateurs massifs de violence domestique et ces preuves ont été largement ignorées, déclare-t-il. Une enquête menée par un médecin légiste, Jane Bentley, a révélé que la police n'avait pas enquêté correctement sur sa plainte après qu'elle ait demandé de l'aide à des agents du poste de police de Southport pour obtenir une ordonnance de protection contre la violence domestique 5 jours avant son assassinat. Et les actions et inactions des policiers au commissariat ont fait l'objet d'une enquête policière interne menée par le commandement des normes éthiques.
ESC. Et cela survient une semaine après que le coroner adjoint ait critiqué la police et les travailleurs sociaux pour avoir mal géré le cas de Fabiana Palares, une expatriée brésilienne enceinte qui a été matraquée à mort par son ex-petite amie sur la Gold Coast, donc exactement au même endroit. Madame Bentley a noté que l'attaque mortelle contre Mrs. Brown était le point culminant d'une longue histoire de violence domestique commise par Patia, mais qui a eu une escalade significative de la violence 10 jours avant sa mort. Madame Brown voulait signaler un incident particulier survenu le 30 août 2015 au cours duquel Patia l'avait plaqué sur un lit, lui avait mis des ciseaux sur le cou et avait menacé de la poignarder, la laissant craindre pour sa vie. Madame Brown avait peur pour sa vie et pleurait, a déclaré Madame Bentley. Ces tourments ont duré 10 à 20 minutes et n'ont cessé que lorsque la tante de Monsieur Patia est arrivée à la maison et est intervenue. Et le jour où Madame Brown s'était rendue au poste de police avec sa mère et son avocat pour signaler le comportement agressif de Patia, elle avait reçu plus de 270 SMS et appels, c'est ce fameux jour où elle avait été renvoyée froidement par 2 agents de police. Ils en avaient examiné quelques-uns, mais avaient jugé que ce n'était pas la peine de prendre en compte sa plainte, et qu'il n'y avait pas de menace directe de violence. Mais bien sûr. Et l'enquête de l'ESC a révélé qu'il y avait suffisamment de preuves pour que l'agent de police puisse demander une ordonnance de restriction contre la violence domestique, donc une DVPO au nom de Madame Brown. Et il n'avait pas enquêté correctement sur la plainte. Bentley ajoute que même s'il était impossible à ce moment-là de savoir avec exactitude que Tara Brown allait mourir, il est clair que d'après les informations fournies, la situation n'a pas été traitée de façon adéquate. Et on sait à ce jour que ces 2 policiers ont été sanctionnés. J'aurais bien aimé savoir comment. Revenons sur l'escalade de violence. Celle-ci est en lien avec l'emprise psychologique. L'emprise psychologique se manifeste souvent progressivement en passant d'abord par l'isolement de la victime avec des phases d'intimidation, des discussions culpabilisantes pour arriver à un contrôle total de la vie de la victime qui se retrouve privée de sa liberté sans s'en rendre réellement compte. Selon le site SOS Violence Conjugale, au tout départ, l'amour, tel un cheval de Troie, une lune de miel comme on a dit plus tôt, et comme on en avait parlé dans une autre vidéo, une phase où la personne montre toute son affection, sa générosité, fait de belles promesses pour attacher la victime. Ici, il lui fait miroiter une belle famille, des enfants, etc. Puis le terrain pour installer l'emprise. Il s'agit donc déjà d'une forme de violence psychologique, et certains utilisent même le terme love bombing, donc c'est une phase de séduction, une technique de manipulation par la séduction. Par la suite, le fait que la victime ait déjà connu son partenaire sous ce meilleur jour contribuera à nourrir son espoir tout au long de la relation et à la maintenir dans la relation. Puis il y a l'étape de la recherche des zones sensibles. C'est une étape à ne pas négliger dans l'emprise psychologique. C'est là où l'agresseur cherche des points de faille, des fragilités, en soutirant des informations pour savoir les failles narcissiques de sa victime, c'est-à-dire des points faibles. Et puis le partenaire se permet une violence beaucoup plus manifeste, une violence physique, et il devient de plus en plus difficile pour la victime de rompre la relation. Les sous-entendus se transforment bientôt en insultes, les regards noirs en empoignades, les mots durs deviennent des cris, puis des coups, etc. Et c'est d'ailleurs souvent lors d'une grossesse ou à l'arrivée du premier enfant. Un moment qui marque l'engagement de manière indélébile. Et c'est là que la violence physique fait son apparition. Exemple, quand Tara était enceinte jusqu'aux dents, il l'empoigne, l'étrangle, la menace, etc. Et on sait que la violence conjugale peut aller très loin, de là à mettre en péril la vie de la victime. Cependant, il s'agit bien entendu d'une problématique instable, car on ne sait pas où cette violence peut aller. On ne peut pas prédire. Mais on a vu que dans le cas de Tara, c'était flagrant, on pouvait le prévoir. Les menaces étaient claires, je vais te tuer, toi et toute ta famille. Enfin, c'était pas la première fois, quoi. L'escalade peut se produire graduellement, comme se produire tout à coup. Mais là, je trouve qu'il y avait quand même une gradation. Et lorsqu'une victime examine sa situation a posteriori, il est facile pour elle d'identifier la violence subtile comme la violence manifeste. Elle risque alors de ressentir de la honte et de la culpabilité de ne pas avoir su réagir plus tôt. Alors attention avec ça, parce que l'un des préjugés les plus fréquents autour de la violence conjugale, c'est mais moi je serais partie beaucoup plus tôt. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'aurais jamais accepté ça, etc. Non, quand t'es dans la situation, c'est très difficile de s'en dépêtrer.
Le 17 octobre 2022, en Australie, le National Plan to End Violence Against Women and Children est lancé. Donc le plan national pour arrêter les violences contre les femmes et les enfants. Et 11,3% ont déjà enduré la violence conjugale en Australie. Donc ça fait 2,2 millions de personnes. Les victimes d'homicides domestiques représentaient plus du tiers, 35% de toutes les victimes d'homicides, 220 victimes en 2020-2021 dans le cadre du programme national de surveillance des homicides. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Tara en commentaire et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'affaire. J'espère que ce drame permettra de prendre beaucoup plus en compte la parole des victimes à l'avenir. Je lis tous les commentaires et j'ai très hâte de lire ce que vous pensez de l'ADJ. Si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à passer me voir sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, et à m'envoyer des suggestions de vidéos en privé. Aux commentaires, il y a énormément de gens qui me suggèrent des vidéos et je dois dire que les idées sont très bonnes. Je te mets mes comptes ici. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Gigi, Poupie, Lei et moi, on te dit à la prochaine pour une nouvelle ADJ. And remember, you rock.